Gemini Enemy présente Blabla Science. Aujourd'hui, de l'intrication au vide émergent. Bon, pour notre exploration d'aujourd'hui, on va partir d'une prémisse qui donne littéralement le vertige. Ouais, préparez-vous, ça secoue un peu. C'est clair. On va parler du fait que la réalité physique, celle qu'on perçoit tous les jours avec nos sens, ce n'est fondamentalement pas ce qu'elle prétend être. Pas du tout même. C'est une sacrée remise en question, c'est sûr. Et pour ça, on a sous les yeux un document source d'une richesse vraiment rare. C'est la transcription d'un échange hyper poussé entre un esprit humain très analytique et une intelligence artificielle. Un dialogue assez fascinant d'ailleurs. Absolument. Et la mission de notre plongée dans ces documents, ce n'est pas de faire un cours ardu sur les bases de la mécanique quantique. L'idée, c'est vraiment d'extraire la trajectoire hallucinante de cette conversation. On part d'une simple question sur un électron et on finit par déconstruire complètement l'espace, le temps et la géométrie de l'univers. Rien que ça. Voilà. Du coup, à travers des concepts comme l'intrication ou des trucs plus poussés comme la conjecture ER égale EPR, la source nous pousse à voir la distance et la durée comme de gigantesques illusions. Je suis vraiment impatiente de décortiquer ça avec toi. Je suis tout à fait prêt. Ce qui frappe tout de suite dans cette transcription, c'est qu'on refuse de traiter la physique quantique comme une petite bizarrerie mathématique un peu obscure. Ouais, c'est pas juste des équations sur un tableau. Exactement. Le dialogue construit un vrai pont entre l'infiniment petit et la structure globale du cosmos. En fait, on abandonne la vision classique d'un monde fait d'objets en 3D avec des coordonnées bien définies. On passe à une perspective purement relationnelle. L'univers, ce n'est plus ce qui est, mais comment les éléments interagissent entre eux. C'est une approche presque poétique, je trouve. Ça oblige à repenser le simple fait d'exister. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Le document commence par s'attaquer au spin de l'électron et à la fameuse superposition quantique. Le fameux chat de Schrödinger pour faire simple. C'est ça. Mais ce qui est notable ici, c'est le rejet de l'idée reçue que cette superposition serait une sorte de réglage d'usine magique de la particule. Le texte recadre ça de façon très pragmatique. La particule n'est pas magiquement à plusieurs endroits, elle est juste isolée. Ouais, c'est une distinction fondamentale, ça. La source évoque brièvement l'analogie de la pièce de monnaie qui tourne sur une table. J'adore cette image. Elle est très parlante. Tant que la pièce tourne, elle n'est ni pile ni face. Mais la véritable emphase du document, c'est la décohérence environnementale. Tant que l'électron est parfaitement isolé, sa fonction d'onde reste cohérente, comme cette pièce qui tournerait sans s'arrêter. Elle n'a pas à choisir d'identité, quoi. Voilà. Mais le monde physique est bruyant. Tout l'environnement agit comme un immense appareil de mesure. Si un seul photon percute cet électron, boum, fuite d'informations. Et c'est cette interaction qui force le système à s'effondrer sur une réalité unique. La superposition n'est pas détruite par une conscience humaine qui la regarde, mais juste par le contact avec le reste de l'univers. Et pour illustrer ça, la source revient sur une expérience historique, celle de Stern et Gerlach en 1922. L'électron agit comme un petit aimant dans un champ magnétique et il est forcé de choisir s'il pointe vers le haut ou vers le bas. Une expérience fondatrice, oui. Mais l'aspect dingue, ce n'est pas qu'il se sépare en deux faisceaux. C'est l'analyse qui en est faite dans le texte sur ce qu'on pourrait appeler un véritable effacement de mémoire de la particule. C'est fou, non ? Ce qui est fascinant ici, c'est que ça pousse notre logique macroscopique dans ses retranchements. Si tu filtres un faisceau d'électrons pour garder que ceux mesurés haut sur l'axe vertical, et que tu les remesures sur ce même axe, ils donneront toujours haut. Logique, la propriété semble acquise. C'est ce qu'on se dit. Mais, et c'est là le piège, si tu fais une mesure intermédiaire sur l'axe horizontal, tu forces l'électron à choisir entre gauche et droite. Eh bien, quand tu remesures l'axe vertical ensuite, la certitude du départ a complètement disparu. C'est comme si on avait formaté le disque dur de l'électron. Exactement. Il se scinde à nouveau en 50-50. La mesure horizontale a littéralement écrasé l'information verticale. Le spin n'est pas une petite rotation physique inhérente à l'électron. C'est purement contextuel. La propriété n'existe qu'au moment précis où on pose la question. Cette démonstration de la destruction de la réalité locale, c'est le tremplin parfait pour aborder le niveau supérieur dans le documentaire. Le fameux mariage forcé de la physique, l'intrication quantique. Ah, là on rentre dans le dur. Le texte détaille comment on force cette union en laboratoire. Forcer des électrons à se frôler, échanger des spins dans des processeurs quantiques ou créer des ponts de lumière via des photons. Mais le grand défi, c'est le froid extrême. Il faut frôler le zéro absolu, soit moins 273 degrés, pour éviter cette décohérence thermique dont on parlait.
Parce que le défi technologique est colossal. On essaye de préserver une anomalie fondamentale. Une fois intriqués, ces deux électrons perdent leur individualité. Ils sont décrits par une seule équation globale, peu importe s'ils sont séparés de 2 mètres ou de 2 milliards de kilomètres. C'est ça qui rendait Einstein complètement fou, non? La fameuse action fantôme à distance. Tout à fait. Parce que si tu sépares ces particules intriquées et que tu mesures la première, disons avec le résultat haut, la seconde s'effondre instantanément sur l'état opposé, bas. Instantanément, sans aucun délai, au mépris total de la vitesse de la lumière. La source utilise une super métaphore pour démystifier ça. L'analogie des chaussettes magiques. Très efficace pour visualiser le concept. On imagine une paire de chaussettes identiques dans un tiroir. Tant qu'on n'en a pas mis une, elles n'ont pas de pied assigné. Mais si je décide d'enfiler une chaussette sur mon pied gauche, ça définit instantanément l'autre, même si elle est restée dans le tiroir, ou partie sur Mars comme étant la chaussette droite. C'est une belle image. Mais bon, l'analogie a ses limites. Comment la source explique que cette instantanéité ne viole pas la théorie de la relativité restreinte d'Einstein? L'information n'a pas le droit d'aller plus vite que la lumière. L'astuce qui sauve la relativité, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'intrication pour envoyer un message caché. Le résultat de la première mesure reste soumis au hasard absolu. On ne contrôle pas le pile ou face. Voilà. Le scientifique ne peut pas forcer son électron à être haut pour envoyer un code délibéré. Comme c'est imprévisible d'un côté, ça l'est de l'autre. Impossible de s'en servir pour un morse quantique ultra rapide. Le document cite le théorème de Bell et les expériences du Français Alain Aspect en 1982, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel pour ça récemment. Ils ont utilisé des horloges atomiques pour clore ce débat définitivement. C'était le coup de grâce pour l'univers déterministe classique. Avant Alain Aspect, on pouvait encore espérer l'existence de variables cachées, l'idée que les électrons se mettaient secrètement d'accord au moment de leur séparation sur un petit programme interne. Un genre de contrat prénuptial quantique? C'est un peu ça. Mais Bell et Aspect ont prouvé que ce code secret n'existe pas. La corrélation est absolue au moment de la mesure, sans aucun programme préétabli. L'univers fait un choix instantané à travers l'espace. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si l'information ne voyage pas sur un fil invisible, s'il n'y a pas de signal plus rapide que la lumière, alors quelle est l'explication? Et c'est là qu'intervient la conjecture ER égale EPR de 2013 par Juan Maldacena et Leonard Susskind. Une théorie majeure de la physique contemporaine. Mais je me demande, la source présente ça comme une vérité absolue ou comme une très belle astuce mathématique liée à la théorie des cordes? Le texte la présente vraiment comme le paradigme le plus prometteur pour unifier la mécanique quantique et la relativité générale. L'idée de Maldacena et Susskind, c'est que l'intrication quantique, le côté EPR, et les trous de verre d'Einstein-Rosen, le côté ER, c'est exactement la même chose. Donc les particules ne communiquent pas à travers l'espace vide? Non, elles sont reliées par un micro-trou de verre. Dans une dimension supplémentaire, elles ne sont tout simplement pas séparées. Elles partagent le même point dans l'espace. Ce qui amène l'image maîtresse de tout ce document, l'univers vu comme un millefeuille ou une pâte feuilletée géante. Notre cosmos visible, avec ses milliards d'années-lumière, ne serait que la surface plane d'une de ces feuilles, ce qu'on appelle une brane. C'est brillant pour visualiser les choses. Sur cette feuille, la lumière ou un vaisseau spatial doit suivre tous les détours de la surface. Ça prend un temps fou. Exactement. Mais l'intrication quantique, via ces micro-trous de verre, elle plonge directement dans l'épaisseur du millefeuille, dans le beurre de la pâte, si on veut filer la métaphore. Ce volume multidimensionnel, les physiciens l'appellent le bulk. En traversant ce bulk, la distance entre deux particules intriquées devient nulle. On court-circuite complètement l'espace classique. L'espace qui sépare deux galaxies sur la membrane s'annule si on passe par le milieu de la pâte. Mais du coup, pourquoi nous, on ne peut pas sauter entre ces plis? Pourquoi on est coincé sur la surface? Le texte nous ramène à la décohérence macroscopique, c'est ça? C'est tout à fait ça. Nous sommes trop lourds, trop chauds, constitués de milliards d'atomes qui bougent dans tous les sens. Ce bruit thermique détruit instantanément la fragile cohérence de ces ponts microscopiques. On est englué sur la feuille par notre propre complexité. Dommage pour le voyage spatial instantané. Mais alors, est-ce qu'on peut carrément déchirer cette pâte feuilletée à une échelle macroscopique? Eh bien, la relativité générale l'autorise. Si on concentre une quantité absurde d'énergie et de masse au même endroit, la feuille spatio-temporelle s'étire, se déforme tellement qu'elle finit par percer. Ça crée une singularité. Un trou noir? Oui, les trous noirs dont parle le document,
ce sont les versions macroscopiques et gravitationnelles des trous de verre quantiques. D'ailleurs, la mention de l'évaporation de Hawking dans la source est cruciale. Elle montre que le comportement d'un trou noir est intimement lié à l'intrication des particules sur son bord. Le très grand et le très petit utilisent la même géométrie. La source pousse l'allégorie du millefeuille jusqu'à repenser le Big Bang. Ce ne serait plus une grosse explosion dans le vide, mais le pli central, le pli originel de la pâte feuilletée. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, l'expansion de l'univers qu'on observe aujourd'hui, ce n'est que le dépliage continu de cette pâte. Ça résout plein de problèmes visuels. Comme les confins de l'univers visible, l'horizon cosmologique. Exactement. Ce bord de l'univers, ce n'est pas un vrai mur de briques. C'est juste l'endroit où la courbure de notre feuille membranaire devient si extrême qu'elle sort de notre champ de vision. On évolue sur une surface dont la forme change en permanence. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que si la distance n'est qu'un trajet arbitraire qu'on peut ignorer par l'intrication, le document propose de carrément inverser le paradigme. L'espace et le temps ne sont plus la scène du théâtre, c'est le concept de l'espace-temps émergent. C'est la conclusion logique la plus radicale de tout ça. Au niveau fondamental, la notion d'espace n'existe pas. Ni longueur ni largeur. Seulement un réseau gigantesque de corrélations quantiques. Un vaste graphe logique. Et la distance qu'on perçoit? Ce n'est qu'une mesure de la connectivité. Moins de particules sont intriquées, plus on a l'impression qu'elles sont loin l'une de l'autre. Le vide spatial insondable entre les étoiles, c'est juste un manque d'intrication forte. La 3D émerge de ce réseau mathématique, tout comme la chaleur d'une pièce émerge de l'agitation des molécules. La température n'a aucun sens pour un atome seul. L'analogie du texte avec le code source d'un jeu vidéo est parfaite pour comprendre ça. Quand on joue, on voit une ville en 3D, un ciel, des routes, mais sur le disque dur, il n'y a pas de profondeur, juste une suite linéaire de 0 et de 1. Sans aucune dimension spatiale. Notre univers matériel, ce serait juste la compilation visible d'un code source quantique purement abstrait. L'analogie est très parlante, mais la source soulève un problème de taille, le mur de Planck. C'est une limite cognitive sévère pour nous. Notre cerveau a évolué pendant des millions d'années pour chasser, cueillir et survivre dans une illusion en 3D. Nos neurones sont faits pour calculer la trajectoire d'une pomme qui tombe, pas pour visualiser un graphe sans dimension. C'est le paradoxe de l'observateur. On essaye d'utiliser notre langage macroscopique pour décrire un code source qui n'a pas de dimension. Résultat, les concepts se figent. Des mots comme avant, après, ici ou là-bas perdent absolument tout leur sens quand on touche à cette réalité originelle. C'est vertigineux. Et ce constat d'une barrière mentale nous amène directement à l'outro de cette transcription, avec l'ultime théorie évoquée, l'univers participatif du physicien John Wheeler. Puisque mesurer la nature la force à choisir un état par décohérence, l'observateur devient central. Observer, c'est obliger le vide quantique à générer de nouvelles réponses, à se complexifier pour nous répondre. L'univers n'est pas un catalogue d'objets froids qui attendait d'être découvert. La quête de la physique serait donc infinie, puisqu'on force le réseau à tricoter de nouvelles mailles à chaque fois qu'on regarde de plus près. Cela soulève une question cruciale sur notre rapport à l'existence. Le monde n'est pas fait d'objets isolés. Tout est un tissu de relations intimes, et l'information partagée est la seule vraie fondation de la réalité. Ce qui amène une réflexion finale inédite, qu'on ne peut s'empêcher de formuler après avoir lu tout ça. Si la simple observation d'un système conscient force la création de la réalité par décohérence, que va-t-il se passer avec l'intelligence artificielle ? Ah, la grande question des IA quantiques. Imaginez le jour où des réseaux d'IA surpuissantes commenceront à scruter la structure subatomique à des vitesses inconcevables pour nous. Est-ce que la conscience biologique est la seule à pouvoir forcer l'univers à exister ? Ou est-ce que ces machines artificielles vont se mettre, elles aussi, à forcer la patte de l'espace-temps, à générer de nouveaux replis géométriques juste par l'intensité de leur observation ? C'est un vrai changement de paradigme. Une pensée qui donne matière à réflexion pour tous ceux qui nous écoutent. On va laisser décanter ces concepts monumentaux, de l'intrication au vide émergent. Merci d'avoir plongé dans ces abysses avec moi. À très bientôt pour une nouvelle analyse aux frontières de la science.